Parce que, voilà que, dans cette affaire-là, il y a une chose, mais qui dépasse l'entendement, voyez-vous, c'est le fait de dire que en Afrique, oui, à l'instar de partout en Europe, il y avait aussi une pratique esclavagiste. Nous allons prendre le temps d'analyser ce point. Aujourd'hui, quand on tape sur n'importe quel moteur de recherche le mot esclave, voilà ce qui apparaît. On n'y voit que des noirs. Mais est-ce que cela reflète vraiment la réalité? Est-ce que depuis l'aube de l'humanité, ce qui a fait l'essence même de l'esclavage, est-ce que ce sont ces gens-là que nous voyons sur ces images? Dans cette série de vidéos, on va démonter tous les mensonges au sujet de l'esclavage. Alors, c'est parti. Puisque nous faisons notre vidéo en français, nous allons utiliser le dictionnaire français pour définir l'esclavage. Selon le Larousse, l'esclavage, c'est le fait pour un groupe social d'être soumis à un régime économique et politique qui le prive de toute liberté, le contraint à exercer les fonctions économiques les plus pénibles sans aucune contrepartie que le logement et la nourriture. Alors, en fonction de cette définition, demandons-nous qui sont les personnes qui sont les plus à même d'être définies de cette manière-là. L'esclavage commence véritablement à l'époque de la première civilisation extra-africaine, car l'émergence de la civilisation demande de la main-d'œuvre pour édifier les bâtiments, travailler dans les champs et plein d'autres tâches que seule une main-d'œuvre abondante peut exécuter. Et comme il faut organiser tout cela, une hiérarchie sociale doit se créer. Et par conséquent, ce sont ceux qui sont le plus bas dans cette hiérarchie sociale qui se verront exécuter les tâches les plus ingrates. Ainsi, cette plus basse échelle sociale devient celle des esclaves qu'on va devoir contraindre à travailler, parfois contre leur gré et de façon abominable. C'est d'ailleurs à cause des traitements parfois inhumains qui étaient infligés à ces paysans contraints au travail que le roi de Babylone à cette époque, le célèbre Hammurabi, dont vous avez probablement entendu parler, a dû rédiger un code, dit le Code d'Hammurabi, dans lequel on retrouve le plus vieux code esclavagiste du monde, des millénaires avant le Code noir de Louis XIV. Donc à ce jour, la civilisation babylonienne est la plus vieille civilisation esclavagiste du monde. Mais vous allez peut-être me dire, si la civilisation crée la hiérarchisation de la société et demande une énorme main-d'œuvre pour bâtir les impressionnants monuments des civilisations évoluées, et que dans mes précédentes vidéos, j'insiste sur le fait que les Africains ont inventé la civilisation avant que les autres régions du monde ne soient peuplées, alors forcément l'esclavage a dû commencer en Afrique et les premiers esclaves étaient africains. C'est clair, non? En fait, non. Basons-nous sur les faits. Les Africains qui ont inventé la civilisation étaient-ils esclavagistes? La réponse évidemment est non. Revenons en arrière, à l'époque où les premiers hommes ont commencé à bâtir les premières villes, les premiers calendriers astronomiques, etc. Avons-nous un seul indice qui témoigne du fait qu'il y avait des hommes qui soumettaient d'autres hommes pour qu'ils exécutent pour eux des tâches? Il n'y en a pas. On dira peut-être que c'est parce qu'il n'y avait pas d'écriture à l'époque. Mais sachant que la civilisation égyptienne était plus vieille que celle de la Mésopotamie et de Babylone, la civilisation qui a d'ailleurs inventé l'écriture telle qu'on la connaît aujourd'hui, est-ce qu'on y retrouve un seul témoignage de soumission ou d'asservissement d'autres hommes? Il n'y en a pas du tout, aucune trace. Je vous vois déjà venir. La Bible parle de 480 ans d'esclavage des Hébreux en Égypte. Eh bien, il y a énormément de brillants archéologues israéliens de l'université de Tel Aviv aujourd'hui qui, après des décennies de recherches, de fouilles archéologiques, de fouilles historiques, ont défendu plusieurs thèses qui sont toutes d'accord. Il n'y a jamais eu d'esclaves en Égypte. Rendez-vous compte, des Israéliens de l'université la plus prestigieuse d'Israël, l'université de Tel Aviv, ils auraient bien pu cacher ces informations et les garder pour eux afin de sauvegarder l'honneur et l'héritage de leur religion israélienne, qui est d'ailleurs une fierté pour eux. Mais la vérité finit toujours par triompher. Plusieurs autres scientifiques du monde et d'autres archéologues ont défendu des thèses à ce sujet et le résultat est unanime. Il n'y a jamais eu d'esclaves en Égypte et en Afrique. Ni hébreux, ni grecs, ni africains, ni nubiens. Donc cela signifie que, tout simplement,
le livre de l'Exode est complètement faux. Moïse n'a jamais enlevé des milliers d'esclaves de l'Égypte pour les emmener en terre promise. Ça n'a jamais existé, cet épisode de l'histoire. Mais bon, revenons à notre sujet. Il n'y a jamais eu d'esclaves en Afrique jusqu'à cette époque, c'est-à-dire environ en 3000 avant l'ère chrétienne, époque où l'esclavage est codifié pour la première fois. Comme nous l'avons vu, l'émergence d'une civilisation voit l'apparition des classes sociales et aussi crée le besoin de maîtriser son environnement. Et pour maîtriser son environnement, il faut une main-d'œuvre abondante pour exécuter toutes sortes de tâches. Et pour ça, on n'a qu'à utiliser les personnes qui sont le plus bas dans la société, corvéables à merci. Et les civilisations qui ont suivi Babylone, notamment la Grèce, s'y sont données à cœur joie. Ils soumettent leur propre population et quand ils se rendent compte qu'il n'y a plus ou presque de personnes corvéables dans le pays, ils décident d'aller capturer des gens dans les pays voisins, principalement sur les côtes de la mer Noire en Turquie actuelle. Le phénomène est devenu tellement répandu qu'en l'an 400 avant l'ère chrétienne, la moitié de la population d'Athènes, qui est la capitale de la Grèce, est esclave. La moitié de la population de la ville était esclave. Viendra ensuite le tour de la Rome antique qui suivra le modèle. Et eux, ça sera encore plus étendu et plus amplifié car l'empire romain était énorme et qu'il fallait énormément de main-d'œuvre pour bâtir cet empire colossal. Donc au fur et à mesure que les Romains avancent, ils font la guerre aux autochtones qu'ils trouvent et ceux qui sont vaincus sont réduits en esclavage. Ils sont exposés dans les marchés aux esclaves, achetés et traités comme les maîtres le souhaitaient. Voyons un peu comment étaient traités les esclaves dans la Grèce et la Rome antique. Et il y a de nombreuses manières de se ravitailler en esclaves. Il y a d'abord la guerre. Les Romains ont toujours été très conservateurs et éprouvaient à l'égard des étrangers ce que l'on appellerait aujourd'hui de la xénophobie. Ils n'avaient donc aucun scrupule à les réduire en esclavage. Lors de la conquête de la Grèce, les cités qui s'étaient alliées aux ennemis de Rome seront pillées et leur population sera réduite en esclavage. La conquête de la Gaule, elle, rapporte à Rome près d'1 million d'esclaves. Et je passe sur le sud et l'est qui fournissent également un nombre incroyable d'esclaves. Bref, la première source d'esclaves, c'est la guerre. Ils se fournissent en esclaves auprès des pirates ou des soldats romains qui souhaitent vendre les esclaves qu'ils ont obtenus à la suite d'une campagne militaire. Les soldats peuvent aussi garder les esclaves pour eux. Certains codes régissent ces ventes. Les esclaves sont exposés sur des estrades ou dans des cages et sont généralement nus pour que le client puisse l'évaluer plus facilement. Mais plus il y a d'esclaves, plus les Romains vont avoir tendance à les déshumaniser et à les maltraiter. Les témoignages de l'époque sont nombreux et montrent que durant cette période, les Romains traitaient leurs esclaves avec un profond mépris et n'hésitaient pas à les maltraiter. Ils les punissaient parfois pour une erreur minime comme un lit mal fait ou de l'eau pas assez fraîche. Certains textes nous disent aussi que ce sont les femmes romaines issues de la haute aristocratie qui sont les plus violentes avec leurs esclaves. Martial, par exemple, dans ses épigrammes, nous dit qu'une femme romaine a frappé et arraché les cheveux de son esclave parce que celle-ci a mal mis son épingle dans ses cheveux. Il faut rappeler ici que les Grecs fréquentaient les Égyptiens noirs à cette époque. Et les Égyptiens voyaient comment l'esclavage permettait aux Grecs de s'enrichir et de bâtir leur civilisation. Mais jamais l'idée n'a traversé l'esprit de nos ancêtres d'apporter cette technique odieuse chez nous. Rendez-vous juste compte à quel point à cette époque les dirigeants africains aimaient leur pays et leur peuple. Pas comme aujourd'hui. Après la Mésopotamie, Babylone, la Grèce et la Rome antique, c'est au tour de l'islam au 7e siècle de faire son apparition. À cette époque, l'Empire romain s'est déjà effondré depuis le 7e siècle. En moins d'un siècle, les musulmans venus d'Arabie arrivent à conquérir un territoire immense jusqu'en Ibérie, l'équivalent de l'Espagne et le Portugal actuel. En ce moment-là, du fait que toutes les sociétés européennes et asiatiques sont esclavagistes, ils continuent à acheter des esclaves comme d'habitude et ici, on arrive dans un tournant de l'histoire de l'esclavage. Du fait que l'Europe est en train d'imposer le christianisme sur tout le continent, tous ceux qui refusent de se convertir à cette religion envahissante se voient être rasiés, capturés et déportés comme esclaves.
Et ceci a été particulièrement le sort des populations slaves qui refusaient catégoriquement le christianisme qui arrivait chez eux par l'épée et le sang. Voici une carte de l'Europe où on retrouve la majorité de ces peuples slaves. Ainsi, l'Église estimait que le sort de ceux qui refusent Jésus, c'est d'être réduits en esclavage. Dieu d'amour, hein? Du coup, à partir déjà du 7e siècle, ces populations slaves ont été capturées, razziées, déportées et vendues principalement aux musulmans qui étaient presque partout en ce moment-là en Méditerranée. Cette traite des Slaves a commencé à partir du 7e siècle et n'a été abolie qu'en 1783, donc au 18e siècle. Vous vous rendez compte? Une traite qui a duré plus de 1000 ans et a été responsable de la déportation de plus de 2 millions d'esclaves. Et c'est justement à cause de cette traite-là qu'est apparu le mot esclave, comme le montre l'étymologie de ce mot dans le Larousse. Esclave vient de slave. Donc, quand on tape sur un moteur de recherche le mot esclave, on devrait normalement tomber sur ça. Pourquoi on tombe alors sur des images de négros, alors que le mot esclave n'a rien à voir avec eux et ils ne sont même pas à l'origine de ce phénomène? Tout ça en fait, c'est pour mettre dans l'imaginaire collectif des gens qu'un esclave, ça fait référence aux Noirs envoyés dans les champs de coton en Amérique. Alors que cet épisode n'est qu'une minuscule virgule tout au long de l'histoire de l'esclavage. Dans cet épisode, nous avons parlé de l'origine de l'esclavage, pourquoi il s'est développé, comment il s'est répandu et qui ont été les premiers esclaves pendant l'Antiquité jusque d'ailleurs à une époque très récente. Dans cette série de vidéos sur l'esclavage, dans le prochain épisode, nous parlerons de comment l'esclavage est arrivé en Afrique et comment les peuples africains ont été esclavagisés, eux qui n'ont jamais connu l'esclavage depuis l'aube des temps. Nous parlerons de comment l'islam a emmené l'esclavage en Afrique et nous allons aussi démonter cette idée reçue selon laquelle les Africains se réduisaient eux-mêmes en esclavage. Nous avons par exemple ce mensonge selon lequel Mansa Musa, l'homme le plus riche de tous les temps, possédait un nombre impressionnant d'esclaves qu'il a d'ailleurs aidé à transporter tout l'or qu'il a dilapidé au cours de son pèlerinage. Nous allons parler des razzias musulmanes, de la déportation et de la traversée du Sahara et les conditions de travail des esclaves noirs en Orient. Nous allons parler de l'arrivée de l'Europe et du christianisme en Afrique, des razzias européennes et chrétiennes, de la déportation, de la traversée de l'Atlantique et finalement des conditions de travail des Africains en Amérique. Ce que nous devons retenir est que l'être humain ne peut devenir que ce qu'il peut imaginer. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous faisons cette série de vidéos. C'est parce qu'en fait, l'être humain ne peut jamais devenir ce qu'il n'est pas capable d'imaginer. L'être humain ne devient que ce qu'il imagine. Ainsi, si des gens s'imaginent à travers ce qu'on leur raconte, à travers ce qu'ils voient, s'ils s'imaginent que eux ne peuvent être que des esclaves, eh bien ils ne deviendront que des esclaves. Si eux, ils s'imaginent qu'ils sont des rois et qu'ils ne peuvent qu'être ça, eh bien, ils finiront par le devenir. Ainsi, en détruisant, en démolissant cette imagination selon laquelle les Africains, ce ne sont que les Africains qui sont des esclaves, eh bien, nous arriverons à libérer beaucoup d'esprits de cette prison mentale dans laquelle ils sont enfermés. Ainsi, pour ne pas rater la suite de cette vidéo, je t'invite à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout à partager notre contenu autour de toi, que ce soit en statut WhatsApp ou par n'importe quel autre moyen, afin que les autres aussi puissent être informés du travail que nous faisons pour éveiller les consciences, éveiller notre communauté noire à travers le monde. Pour le reste, je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode concernant l'histoire de l'esclavage. Aujourd'hui, nous allons continuer à démonter ces mensonges selon lesquels les Africains sont les seuls personnages assimilables à l'esclavage, parce qu'aujourd'hui, quand on va sur Internet et qu'on tape le mot esclave, il y a toujours des noirs, des négros qui apparaissent à l'écran. Alors, pour enlever cet imaginaire, cette image dans l'imaginaire collectif de tout le monde, nous allons continuer avec cette série de vidéos afin que tous les noirs puissent enlever, surtout les noirs justement, puissent enlever cette image de leur esprit selon laquelle il n'y a que les noirs qui sont assimilables aux esclaves et à l'esclavage. Parce qu'il y a beaucoup de temps avant que les noirs ne deviennent esclaves, il y avait des gens en dehors de l'Afrique qui étaient esclaves à plusieurs reprises d'ailleurs. Alors, c'est parti.
Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de ce qu'est l'esclavage, comment il est né, où est-ce qu'on a vu cette activité se pratiquer pour la première fois, d'où vient le terme esclave qui vient du mot slave, terme servant à désigner une certaine population d'Europe. Nous avons parlé de qui sont les véritables esclaves et combien de temps a duré leur servitude. Donc en résumé, l'esclavage a commencé à partir d'environ l'an 3000 avant l'ère chrétienne et a été aboli définitivement au 19e siècle à peu près. Donc l'histoire de l'esclavage a duré près de 50 siècles et nous allons voir dans cette vidéo sur 50 siècles d'existence de l'esclavage combien de temps les Africains, eux, ont été esclaves et comment ils se sont libérés. Parce que oui, contrairement à une certaine idée reçue, les Européens n'ont pas aboli l'esclavage, non. Ce sont nos ancêtres eux-mêmes qui ont versé le sang et qui se sont battus pour que nous soyons libres aujourd'hui. Hommage à eux en passant. Alors, l'esclavage était-il pratiqué en Afrique avant le 7e siècle? Eh bien, l'histoire de l'Afrique commence il y a très longtemps. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'Afrique antique ne pratiquait pas l'esclavage. Et à Kémet alors, en Égypte antique, l'esclavage était-il pratiqué? Eh bien, si on considère un esclave comme un bien meuble qui n'a aucune identité humaine comme le Larousse nous le définit, alors l'esclavage vu comme tel n'a jamais existé en Égypte. Vous me direz peut-être qu'on a des traces de captifs en Égypte ancienne, non? Certes, mais ceux-là, comme on l'a dit, ce sont des captifs de guerre. Durant toute l'époque pharaonique, lorsque les rois allaient en expédition vers d'autres royaumes voisins, ils sortaient toujours victorieux. Par conséquent, qu'est-ce qu'il fallait faire de ces captifs de guerre? Eh bien, soit ils étaient intégrés à l'armée du pharaon, et s'ils n'étaient pas suffisamment aptes pour combattre, ils étaient mis en prison le temps que les gens de leur peuple viennent payer une rançon afin de les libérer. Et dans le cas où il n'y avait personne pour venir payer leur rançon, eh bien, ces captifs de guerre allaient devoir travailler afin de payer eux-mêmes leur rançon. Et une fois qu'ils ont totalisé le montant de leur rançon, ils repartent libres. Et c'est cette façon de faire qui va se perpétuer jusque pendant l'époque impériale dans tous les royaumes et empires d'Afrique. Parce que, voilà que, dans cette affaire-là, il y a une chose, mais qui dépasse l'entendement. Voyez-vous, c'est le fait de dire que en Afrique, oui, à l'instar de partout en Europe, il y avait aussi une pratique esclavagiste. Nous allons prendre le temps d'analyser ce point. Bon, maintenant, comment on se retrouvait en position servile en Afrique impériale? Comment on se retrouvait en position servile? Parce qu'il faut quand même comprendre le fond. Il faut savoir que dans les royaumes africains, il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de potence, il n'y avait pas de bagne, il n'y avait pas... c'est tous ces trucs-là, on va vous mettre à Alcatraz, on va vous fermer à la prison de machin, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Donc, quand il y a un préjudice grave, il y a un conseil qui se réunit et une décision est prise. Donc ça, on aura l'occasion donc de le voir très très rapidement. Il y a aussi le fait, par tout simplement la famille, d'hériter le statut des parents. Donc les parents étaient déjà en position servile, on est dans cette famille-là, on hérite donc de la situation de servilité. Et enfin, il y a les captifs de guerre qui sont répartis selon les trois catégories de Djam qu'on a vu tout à l'heure. Sachant que un empire, par exemple, qui a conquis un autre empire, qui s'adonnait à la pêche, eh ben, les gens vont devoir faire une pêche pour nourrir tout l'empire. Un empire qui a conquis un autre empire, qui s'adonnait à l'artisanat, eh ben, ils vont se charger de faire des tables et des chaises pour tout l'empire. Donc vous voyez que cette dimension historiographique montre que quoi? Montre que l'Afrique, dans sa dimension historique, a évolué comme partout ailleurs. Voilà que Madame Crété dit, en conclusion, bien que l'esclavage
fut surtout le châtiment du vol et autres crimes. Les captifs comptaient parmi eux bon nombre de prisonniers de guerre. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça rejoint tout simplement ce que je disais et que les annales des explorateurs disent. C'est quoi? Il n'y avait pas de prison, il n'y a pas de bagne, il n'y a pas l'Alcatraz, il n'y a pas la guillotine, il n'y a pas la potence. On ne pend pas les gens. Hein? On note pas la vie des gens quand ils sont condamnés pour des raisons de délit plus ou moins graves. Donc, quand il y avait un délit et l'auteur du délit est jugé par le conseil et les victimes viennent parler, le conseil va délibérer et va condamner l'auteur du délit à une peine de servitude. Une peine de servitude. C'est pour ça qu'elle dit, bien que l'esclavage fût le châtiment du vol et autres crimes, elle le dit elle-même. C'est-à-dire que la personne va devoir réparer le préjudice subi. C'est-à-dire que, imaginez que un individu, dans une rixe, dans quelque chose, a tué un père de famille. Ce père de famille s'occupait du champ, s'occupait d'animaux, s'occupait de ci, s'occupait de ça. Eh bien, la personne qui est condamnée va devoir s'occuper de la totalité de ce dont s'occupait le père de la famille. Et cela jusqu'à ce que le dernier enfant de la victime ait atteint l'âge de la majorité et se soit marié. Qui fait que si, entre-temps, la personne qui doit subir la peine a des enfants, donc vous voyez qu'il rentre chez lui, il vit sa vie quand même, eh bien, les enfants sont victimes de la même peine. C'est-à-dire que l'enfant est tenu d'utiliser une grande partie de son temps pour s'occuper des animaux, amener les bœufs à boire et compagnie. Mais c'est ça, Bitin Babla. Parce que là, vraiment, il y a des choses que je ne comprends pas dans la façon dont on a une mauvaise foi caractérisée. La mauvaise foi, elle est évidente. Et on raconte aux gens des mensonges et des fausses vérités pour leur enlever le sentiment d'existentialité. C'est-à-dire la capacité de dire je suis ce que je suis. C'est-à-dire, voilà, je viens du continent africain. Et je suis fier de le dire. On leur enlève la capacité de dire ça en leur racontant des sornettes. Il n'y avait pas de prison. Il n'y avait pas de bagne. Il n'y avait pas de guillotine. Il n'y avait pas de potence. Quand quelqu'un avait commis un crime, le conseil s'est réuni. La justice a été rendue. La personne est condamnée à subir une peine de servitude. Donc en réalité, la société africaine n'était pas esclavagiste comme on essaie de nous le faire croire. Les Africains ne vendaient pas leurs frères comme on l'a souvent entendu, que ce soit à l'école coloniale ou dans les médias occidentaux. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo sur les Noirs qui auraient vendu les Noirs. Les sociétés qui légalisent l'esclavage comme la Grèce et la Rome antique, dans ces sociétés, l'objet le plus concret qui nous montre que ces gens se réduisaient eux-mêmes en esclavage et qu'ils se vendaient entre eux, ce sont les marchés aux esclaves. Et nous avons plusieurs preuves et textes qui prouvent qu'en Grèce, à Rome, chez les Arabes, en Mésopotamie, etc., bref, presque partout dans l'Antiquité, les sociétés avaient des marchés aux esclaves. Mais citez-moi un seul endroit en Afrique noire jusqu'au XVe siècle où on pouvait retrouver des marchés aux esclaves. Il n'y en a aucun. S'il n'y a pas de marché aux esclaves, c'est qu'on ne vendait pas des gens comme du bétail. Si on ne vend pas des gens, ça veut dire qu'on ne considérait pas des hommes comme des marchandises. Si on ne considère pas des gens comme des marchandises, c'est qu'on ne peut pas les traiter comme des marchandises. Donc nous comprenons que être en position servile était synonyme de soit être perdant d'un conflit et que par conséquent on se met au service du vainqueur, soit être en train de payer une dette dont on ne peut pas trouver l'argent soi-même. Donc on doit travailler pour le créditeur afin de rembourser sa dette. D'ailleurs, vous connaissez cet homme dans la Bible qui devait travailler pour son beau-père afin de payer la dot de sa fille. Est-ce pour autant qu'on devrait le qualifier d'esclave? Quand il s'agit de cette histoire, on parle de service ou de serviteur, de travailler afin de payer. Mais quand il s'agit des Africains, quand les Africains font la même chose, on dit qu'ils sont des esclaves. N'importe quoi.
Donc non, les Africains ne se réduisaient pas eux-mêmes en esclavage. Ils ne se vendaient pas et ils ne traitaient pas leurs semblables comme des bêtes et des marchandises. Comment l'islam est arrivé en Afrique? Cette question crée tellement de polémiques. L'invasion commence par l'Égypte, qui à ce moment-là est contrôlée par l'Empire byzantin. Puis, au fur et à mesure des conquêtes, leur influence va avancer jusqu'à l'extrême occident du nord de l'Afrique. Je vous épargne les détails des traumatismes et du sang qui a dû couler pour islamiser cette partie du monde. C'est donc à ce moment-là que la véritable traite des Noirs commence. Car comme on l'a vu, la traite n'existait pas en Afrique. Au moment où les Arabes ont islamisé l'Afrique du Nord, qui était en grande partie encore noire à cette époque, malgré les mélanges avec les Romains qui s'étaient déjà installés dans cette région depuis très longtemps, les Berbères deviennent donc musulmans. Et les Arabes ayant besoin de main-d'œuvre servile, ils piochent parmi les Berbères trouvés sur place. Mais ça se trouve qu'il y a un couac. L'islam interdit d'asservir d'autres musulmans. Ainsi, ce ne sont que les Berbères non musulmans qui sont réduits en esclavage et déportés vers les lieux où on avait besoin d'eux. Mais à un moment, les esclaves viennent à manquer. Parce que comme on l'a dit, l'islam interdit d'asservir d'autres musulmans et bizarrement, tous les Berbères, connaissant désormais cette loi, se sont tous convertis à l'islam pour échapper à l'asservissement. C'est ainsi que, du fait que tout bon musulman a l'obligation de propager l'islam, les Berbères nouvellement convertis vont emprunter les routes commerciales transsahariennes qu'ils utilisaient pour échanger avec l'empire du Ghana afin de propager l'islam dans les régions du sud. Et ainsi, les Arabes qui sont désormais les nouveaux maîtres du Maghreb vont en profiter pour faire des nouveaux esclaves. Et c'est à ce moment que s'accélère davantage la traite. Quand on dit que les religions importées ont toujours contribué à diviser les Africains religieux ne veulent rien entendre. Alors, souvent quand on dit que les Arabes ont rendu un très mauvais service au continent en le saignant et en réduisant les Africains en esclavage, beaucoup d'entre nous disent pourquoi ils ne se sont pas défendus ou pourquoi ils n'ont pas résisté à l'envahisseur, etc. Eh bien, tout simplement parce que les Africains sont et ont toujours été très hospitaliers. Tous ceux qui ont visité nos villages le témoigneront. Cette hospitalité est due au fait qu'en Afrique, on n'a jamais manqué de rien. Il y a toujours eu abondance de tout. Voilà pourquoi l'atmosphère africaine a toujours été très souvent pacifique et les souverains africains ne se faisaient la guerre qu'en cas de nécessité extrême. Contrairement à l'Europe où les ressources ont toujours manqué et les peuples ont toujours été perpétuellement en guerre. Oui, l'Europe depuis l'Antiquité est en guerre permanente. Ce n'est qu'au XVe siècle, lorsqu'ils ont découvert le Nouveau Monde, que les tensions se sont un peu calmées, parce que les ressources ont commencé à affluer de l'Afrique et de l'Amérique, qu'ils ont mis à feu et à sang. Mais malgré que les tensions se sont un peu calmées, elles ne se sont pas éteintes, car le XXe siècle a été témoin des deux guerres les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. La première guerre européenne de 14-18 et la seconde guerre européenne de 39-45, elles étaient tellement violentes et tellement étendues qu'on les a même qualifiées de mondiales, alors que ces guerres n'avaient rien de mondial, elles étaient purement européennes. Il n'existe pas dans le monde un peuple aussi meurtrier et fratricide que le peuple européen. Et ça continue encore jusqu'aujourd'hui. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Bref, si les Africains n'ont pas pu et n'ont pas su se défendre efficacement, c'est parce que tout simplement ils ne connaissaient pas la guerre. À partir du XVe siècle, les Européens sont en manque de ressources, de nourriture et de presque tout chez eux. L'Europe est en état de pauvreté extrême et se crée dans les sociétés européennes occidentales le besoin de conquérir d'autres terres afin de subvenir aux besoins de leur population. Donc c'était clair que si l'Europe voulait continuer à exister, il fallait absolument aller conquérir des terres. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Le Portugal a été l'un des champions dans cette histoire de conquête. En 1452, le pape Nicolas V autorise le roi du Portugal à aller soumettre les peuples d'Afrique et de leur confisquer tout ce qu'ils ont de plus précieux. Encore une intervention religieuse. Donc voici ce que le pape dit. Ce qu'il disait au roi du Portugal dans sa lettre. Il dit:
Nous, renforcés par l'amour divin, poussés par la charité chrétienne et forcés des obligations de notre charge pastorale, en vigueur de l'autorité apostolique avec le contenu de cette lettre, nous vous accordons le droit libre de capturer et dompter les Sarrasins et les païens, ainsi que d'autres infidèles et les ennemis du Christ, quels qu'ils soient, et où vous habitez, de prendre tous les types de biens, meubles ou immeubles qui sont en possession de ces mêmes Sarrasins, les païens, les incroyants et les ennemis du Christ, d'envahir et de conquérir leurs royaumes, duchés, comtés, principautés, ainsi que d'autres domaines, des terres, des lieux, des villages, des champs, des biens et des choses de ce genre à un roi ou prince s'ils appartiennent, et de réduire leurs habitants à l'esclavage perpétuel pour vous et vos successeurs. Évidemment, ça ce n'est qu'une partie de la lettre. Mais on voit clairement l'intention du pape, l'intention du vicaire du Christ, le représentant de Jésus sur terre, le Jésus d'amour qui est tant flatté par la religion chrétienne. On voit bien son intention de soumettre et de réduire à l'esclavage perpétuel tous les noirs et, comme il les qualifie, d'ennemis du Christ, comme si on avait dit qu'on était des ennemis de cet homme-là. Tous les ennemis du Christ, il fallait les asservir, les capturer, les dompter et les réduire à l'esclavage perpétuel. Et c'était le début de la saignée la plus sanglante du continent. À partir de ce moment, les hommes commencent à débarquer sur le continent avec pour but de propager la foi, comme si on en avait besoin. Les Portugais rencontrent les rois africains pacifiquement et ils sont accueillis avec la plus grande hospitalité possible, comme les Africains ont toujours su le faire. Puis, après avoir étudié le terrain, établi un climat de confiance avec les rois africains, certains se convertissent même au christianisme comme le roi Nzingankuvu, le roi du Congo. Après avoir gagné cette confiance des Africains, la Bible a fait son travail. Il restait maintenant que les fusils entrent en jeu. Les Européens commencent alors à enlever les Africains pour les emmener en Europe et en Amérique pour les transformer en esclaves. Comment la capture des esclaves se passait ? Évidemment, ils n'achetaient pas des esclaves car les marchés aux esclaves n'existaient pas en Afrique. Ça signifie qu'ils allaient eux-mêmes dans les lieux où il y a moins de vigilance des autorités, comme leur pape leur a dit d'aller capturer tous les villages, les comtés, les principautés. Ils sont justement allés dans les villages où il y avait moins de surveillance des autorités et ils se sont mis à capturer des gens. Une fois que les rois apprennent cela, ils sont totalement indignés et le roi Nzingankuvu se déconvertit même. Et c'est là que commence une corruption sans précédent. Les Européens vont corrompre certains Africains pour collaborer avec eux afin de renverser les rois qui ne sont pas d'accord avec eux. Mais vous connaissez la suite. Les Européens sont plus lourdement armés que les Africains. Et voilà comment les plus violentes guerres civiles du continent ont commencé et se sont soldées par la défaite des rois africains les plus conservateurs. Et c'est après cette défaite que se sont introduits en Afrique les marchés aux esclaves comme celui de Gorée au Sénégal par exemple. Après avoir vaincu les Africains, la saignée démographique s'amplifie de plus en plus. La façon dont les esclaves capturés voyagent est la pire de celle que l'humanité a connue. Ils étaient sous le pont du bateau, dans un compartiment sans aération adéquate et enchaînés. La nourriture était insuffisante et elle n'était pas fraîche quand elle n'était pas avariée. Ils vivaient dans une atmosphère fétide et quand ceux du haut ne parvenaient pas à supporter le mal de mer, ils vomissaient sur ceux qui étaient en bas. Donc tels qu'ils étaient entassés dans ces bateaux-là, quand celui qui est au-dessus n'arrive pas à supporter le mal de mer et qu'il vomit, ces vomissures descendent sur celui qui est en bas et ainsi de suite. Et comme ils n'étaient sortis que très rarement du dessous du bateau, ça signifie que quand ils ont besoin de faire leurs besoins naturels, ils le faisaient aussi sur place. Et quand il fallait sortir du dessous du bateau, c'était pour effectuer les corvées de nettoyage du bateau, faire la cuisine pour les autres esclaves et autres tâches ingrates. Si l'un d'entre eux n'y arrivait pas ou s'il le faisait mal, il subissait le pire des châtiments. Donc imaginez un peu la vie que ces gens-là pouvaient avoir dans ces bateaux. Imaginez un peu la vie que ces hommes-là, les soi-disant civilisateurs, ont pu faire endurer à nos ancêtres innocents. Et quand ils arrivaient en Amérique, les mauvais traitements continuaient. Quand un esclave n'atteignait pas le quota qui lui a été prescrit, son maître avait le droit de lui mettre de la poudre à canon dans l'anus et le faire exploser avec une allumette.
Donc ils ont réussi à créer des bombes humaines. Si ce n'est pas ça, c'est soit le châtiment des 4 piquets ou encore toutes sortes de châtiments que ces gens ont réussi à inventer. Et cela va durer près de 400 ans, voire plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Pourquoi les Africains ne sont plus esclaves aujourd'hui? Pourquoi l'esclavage a été aboli? Les médias et l'école veulent nous faire croire que c'est parce qu'il y a eu des gentils gens qui ont plaidé pour les Noirs afin de les libérer. Ces gens qu'on a appelés les abolitionnistes, entre guillemets. Mais en vrai, pourquoi l'Afrique est libre aujourd'hui? C'est là qu'entre en jeu la résistance de nos ancêtres qui se sont battus et ont versé leur sang afin de gagner leur liberté dont nous héritons aujourd'hui. On disait que les Africains ne savaient pas se battre, surtout contre des gens qui avaient des armes à feu. Mais plus le temps passait, et plus ils se rendaient compte que la vie qu'ils menaient ne les méritait pas. Et par conséquent, ils devaient se lever, se battre et arracher leur liberté. Mais ça, on en parlera dans le prochain épisode. Ce que nous devons retenir est que l'être humain ne peut devenir que ce qu'il peut imaginer. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous faisons cette série de vidéos. C'est parce qu'en fait, l'être humain ne peut jamais devenir ce qu'il n'est pas capable d'imaginer. L'être humain ne devient que ce qu'il imagine. Ainsi, si des gens s'imaginent à travers ce qu'on leur raconte, à travers ce qu'ils voient, s'ils s'imaginent que eux ne peuvent être que des esclaves, eh bien ils ne deviendront que des esclaves. Si eux, ils s'imaginent qu'ils sont des rois et qu'ils ne peuvent qu'être ça, eh bien ils finiront par le devenir. Ainsi, en détruisant, en démolissant cette imagination selon laquelle les Africains, ce ne sont que les Africains qui sont des esclaves, eh bien, nous arriverons à libérer beaucoup d'esprits de cette prison mentale dans laquelle ils sont enfermés. Ainsi, pour ne pas rater la prochaine vidéo, Ainsi, pour ne pas rater la suite de cette vidéo, je t'invite à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout à partager notre contenu autour de toi, que ce soit en statut WhatsApp ou par n'importe quel autre moyen, afin que les autres aussi puissent être informés du travail que nous faisons pour éveiller les consciences, éveiller notre communauté noire à travers le monde. Pour le reste, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous. Cet épisode est la suite et la fin des 3 épisodes sur l'histoire de l'esclavage. Si vous n'avez pas encore vu les 2 premiers épisodes, je vous invite à aller les voir, ils sont disponibles sur notre chaîne. Passons à notre sujet du jour. Comment nos ancêtres se sont-ils libérés de la captivité servile et par conséquent, comment ils nous ont libérés, nous leurs descendants? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que l'école et les médias nous enseignent? Ceux-ci nous apprennent que les premiers à avoir parlé de l'esclavage comme quelque chose de déshumanisant étaient les philosophes de lumière à partir environ du début du XVIIIe siècle. Puis, dans les années 1740, les Quakers, qui sont une communauté religieuse d'Angleterre et des États-Unis, ont commencé à remettre en cause l'esclavage des Noirs et à militer pour son abolition. Puis, en 1766, Louis de Jaucourt, un journaliste français, a écrit un article dans une encyclopédie qui condamnait l'esclavage et de plus en plus de réactions comme celle-là vont mener l'opinion publique à détester cette pratique esclavagiste, ce qui conduira à la création des sociétés anti-esclavagistes qui progressivement vont changer le cours de l'esclavage des Noirs en Amérique. Finalement, tous ces militants des sociétés anti-esclavagistes qu'on a appelés les abolitionnistes vont aider à faire en sorte que l'esclavage soit définitivement aboli vers la fin du 19e siècle. Et même sur les illustrations de cette abolition, on y voit un blanc qui abolit l'esclavage et les Africains qui sont très contents à côté, comme quoi c'est le sauveur blanc qui est venu leur apporter le salut, alors que c'est lui-même qui les a torturés pendant des siècles et des siècles. Mais en fait, tout ça est faux. Toute cette histoire est fausse. Voici la véritable histoire de l'abolition de l'esclavage. Dans la vidéo précédente, on a parlé de comment les Arabes et les Européens enseignaient l'Afrique au nom de leurs idéologies personnelles. Mais pendant que les Africains se faisaient enlever par leurs ravisseurs, est-ce qu'ils étaient aussi dociles que les représentations de l'époque essaient de le faire croire? Bien sûr que non.
Ils savaient résister et beaucoup d'épisodes de l'histoire montrent comment les Africains ont résisté à leur kidnapping et à leurs enlèvements. Par exemple, Samori Touré, l'empereur du Wassoulou, a résisté pendant 15 ans à l'envahisseur français, malgré la supériorité militaire des Français. Finalement, suite à la corruption de certains locaux et au ravitaillement en armes des Européens, ceux-ci ont pu vaincre Samori Touré. C'était le même cas pour plusieurs rois africains qui ont farouchement résisté aux envahisseurs. Le cas du roi Béhanzin du Dahomey, le cas de l'empereur Ménélique Ier d'Éthiopie, le roi Chaka des Zoulous, la reine Zinga du Dongo et du Matamba, et plein d'autres. Alors, suite à cette défaite des rois et des reines africains, suite à cette défaite des rois et des armées africaines, ainsi a pu commencer le kidnapping des Noirs chez eux pour les emmener travailler en Amérique. Et même alors, bien que les rois ont été vaincus, ça ne veut pas dire que les Africains se sont laissés faire. Sachez que 50% des bateaux qui quittaient l'Afrique en destination de l'Amérique n'arrivaient jamais à bon port. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'ils se révoltaient en chemin, prenaient leurs bourreaux en otage et les obligeaient à faire demi-tour pour retourner dans leur pays. N'est-ce pas ingénieux ça? Prenons juste 2 exemples parmi des milliers. En 1767, les captifs du navire L'Industrie prennent d'assaut l'équipage et arrivent à retourner chez eux. Pareil en 1769, le navire Nancy, qui venait de lever l'ancre avec des captifs à bord, des guerriers du Nigeria prennent des pirogues et arrivent à rejoindre le navire, le prendre d'assaut et délivrent tous les captifs et les ramènent chez eux. Ce ne sont que 2 exemples parmi des centaines, voire des milliers. Mais pour ceux qui sont quand même parvenus à arriver à destination, c'est-à-dire là où on les emmenait pour y travailler comme des esclaves parce qu'ils n'ont pas pu se rebeller ou parce que les conditions n'étaient pas propices pour eux, ou alors ils se sont rebellés mais que leur rébellion a été matée. Qu'est-ce qui se passait pour ces gens-là quand ils arrivaient en Amérique? Est-ce qu'ils travaillaient docilement comme des agneaux en acceptant leurs conditions serviles d'esclaves? Eh bien non. Des exemples de révoltes, il y en a des milliers. Citons par exemple en Orient la révolte des Anges. En 869, des esclaves noirs retenus captifs par l'Empire abbasside dans la région de l'Irak se révoltent contre le pouvoir en place. Ils se réunissent et organisent une révolte armée qui va faire trembler le pouvoir abbasside établi à Bagdad. À partir de cette année-là, les Anges vont prendre les armes, défendre leur honneur et aller de victoire en victoire jusqu'à conquérir toutes les villes et les régions alentours, jusqu'à menacer la ville de Bagdad, la capitale où était établi le siège de l'Empire abbasside. Mais malheureusement, du fait que les Abbassides avaient des ressources immenses, plusieurs chefs de guerre, plusieurs soldats, ça a fait qu'en 883, la révolte des Anges a finalement été maîtrisée par les généraux abbassides. En Occident, c'était pareil. On peut citer ce que les Européens ont appelé le marronnage, par exemple. Un marron était celui qui boycottait les conditions d'esclaves et qui fuyait pour aller se réfugier dans la forêt, loin de ses oppresseurs. Et comment se passait le marronnage? Je vais vous donner juste l'exemple de la reine Nani en Jamaïque. Elle a été capturée dans l'Empire Ashanti, dans le Ghana actuel, et traînée sur un navire négrier jusqu'en Jamaïque. Mais quand elle arrive et commence à travailler, grâce à son expérience militaire qu'elle avait dans son pays d'origine, elle arrive à s'échapper des conditions serviles d'où elle travaillait avec quelques autres esclaves et se réfugie dans la forêt où elle va monter une armée qui va terrifier les esclavagistes. Nani et ses soldats menaient des attaques surprises sur les plantations et les domaines des esclavagistes pour libérer d'autres esclaves qui à leur tour viendront en délivrer d'autres. Et cela va durer pendant 30 années. Je me limite juste à cet exemple parce que des exemples comme ça, il y en a des centaines et des centaines que je pourrais citer et ça pourra prendre des heures. En dehors du marronnage, il y avait les révoltes proprement dites, c'est-à-dire que les esclaves qui sont dans les domaines de travail décident eux-mêmes d'attaquer les esclavagistes et de saboter leur propre travail qui ne leur était en rien bénéfique. Alors, plus le temps passait, plus il y avait des nègres marrons et des révoltes jusqu'à un moment où les révoltes d'esclaves et les attaques surprises des marrons étaient devenues tellement fréquentes que c'était devenu impossible que ces conditions continuent. Parce que quand des esclaves se révoltaient, ils saccageaient les maisons, ils incendiaient les champs, ils détruisaient les récoltes, bref, ils abîmaient tout.
Alors, s'il arrivait que la révolte soit maîtrisée, il fallait tout replanter, réparer les dégâts, attendre une nouvelle récolte qui devra combler la précédente, etc. Maintenant, vous imaginez qu'à partir d'un moment, ça pouvait arriver qu'il y ait 4 révoltes d'esclaves en une seule année. Vous imaginez ce que ça représente? Pendant qu'on est encore en train de réparer les dégâts de la précédente révolte, se replanter les champs, récupérer ce qui est récupérable et tout, une nouvelle révolte éclate pour encore plus de dégâts. Et cela 4 fois dans la même année. C'était tout simplement devenu impossible de continuer la traite car elle n'était plus rentable. Les esclaves avaient réussi à pourrir la vie à leurs bourreaux. Après cela, les Africains se sont rendus compte que ce n'était plus nécessaire de se limiter à quelques révoltes par-ci par-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les vrais Africains qui ne s'étaient pas séparés de leur ancestralité, qui avaient gardé leur âme de guerrier, se sont réunis en 1791 pour une grande manifestation. C'est cette cérémonie ou manifestation qui sera le précurseur d'une série de victoires qui leur a permis de conquérir définitivement leur liberté et par conséquent notre liberté, nous leurs descendants. Cette cérémonie, c'est celle qu'on a appelée la cérémonie du bois caïman, où des centaines d'Africains se sont réunis pour une cérémonie spirituelle. Ils se sont unis au grand esprit de l'univers qui leur a donné la force de s'armer de courage et de détermination afin de se battre une fois pour toutes et définitivement gagner leur liberté. Ainsi a commencé une série de batailles comme par exemple la bataille de Croix-des-Bouquets, de Fort-Dauphin, le siège de Port-au-Prince, la bataille de Vertières. Bref, au total, il y a eu plus de 30 batailles que les Africains ont remportées haut la main malgré la supériorité militaire des Européens. Et finalement, cette série de batailles s'est soldée par la victoire des Africains, l'abolition définitive de l'esclavage dans les colonies américaines et la fondation de la première république noire d'Amérique, la République d'Haïti. Rappelons ici que la cérémonie qui leur a donné la force, le courage et la détermination pour arriver à cette grande victoire, c'est leur spiritualité africaine ancestrale et la bénédiction des ancêtres qu'ils ont reçus lors de cette grande cérémonie du bois caïman. Cela ne vous rappelle rien? Prenons quelques exemples. Les Arabes ont conquis presque la moitié du monde connu à leur époque. Qu'est-ce qui les a motivés? C'était la foi et le besoin d'accomplir leur devoir du djihad. Lorsque l'Europe a commencé à conquérir le monde, un deuxième exemple, c'était avec l'approbation de leur guide suprême et sa bénédiction. Le Japon qui a conquis presque tout le Pacifique à une époque, c'est parce que l'empereur s'était soumis à leur tradition ancestrale qui est le shintoïsme. Et toute personne dans l'empire du Japon à cette époque qui se convertissait à une religion étrangère comme le bouddhisme par exemple, qui venait de Chine, il était persécuté voire exécuté. C'est pareil pour l'Inde, puissance nucléaire qui n'a jamais tourné le dos à l'hindouisme de leurs ancêtres. Et le meilleur exemple pour moi, c'est Israël qui a toujours refusé de se soumettre aux traditions spirituelles étrangères malgré leur forte influence dans la région. Israël a subi l'influence du christianisme pendant 600 ans d'occupation romaine. Mais Israël n'a pas abandonné ses traditions. Ils ont ensuite été influencés pendant 1400 ans par l'islam, puissance qui dominait la région pendant l'empire omeyyade jusqu'aujourd'hui. Mais Israël n'est jamais devenu musulman, alors qu'il est au beau milieu d'une grande région islamisée. Voilà pourquoi Israël est fort et puissant aujourd'hui et parvient à se faire craindre à travers le monde. Et ça a aussi été le cas de nos ancêtres émancipés, qui, lorsqu'ils se sont réunis à leurs ancêtres à cette cérémonie du bois caïman, ils sont partis de victoire en victoire jusqu'à définitivement gagner leur liberté. Donc quand on vient nous raconter des histoires selon lesquelles les gens auraient milité pour abolir l'esclavage, sachez que c'est de la propagande pour renforcer en nous ce syndrome du sauveur blanc. C'est-à-dire que tout ce que l'homme noir a et qui est bénéfique, ce n'est qu'un blanc qui peut le lui donner, qui peut le lui apporter. Et malheureusement aujourd'hui, nous avons des Africains qui pensent et qui défendent l'idée selon laquelle, sans l'homme blanc, les noirs n'auraient jamais connu le salut. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point il faut être aliéné pour penser de cette façon ? Ce que nous devons retenir est que l'être humain ne peut devenir que ce qu'il peut imaginer. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous faisons cette série de vidéos. C'est parce qu'en fait, l'être humain ne peut jamais devenir ce qu'il n'est pas capable d'imaginer. L'être humain ne devient que ce qu'il imagine. Ainsi,
Si des gens s'imaginent, à travers ce qu'on leur raconte, à travers ce qu'ils voient, s'ils s'imaginent que eux ne peuvent être que des esclaves, eh bien ils ne deviendront que des esclaves. Si eux, ils s'imaginent qu'ils sont des rois et qu'ils ne peuvent qu'être ça, eh bien ils finiront par le devenir. Ainsi, en détruisant, en démolissant cette imagination selon laquelle les Africains, ce ne sont que les Africains qui sont des esclaves, eh bien nous arriverons à libérer beaucoup d'esprits de cette prison mentale dans laquelle ils sont enfermés. Je t'invite à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout à partager notre contenu autour de toi, que ce soit en statut WhatsApp ou par n'importe quel autre moyen, afin que les autres aussi puissent être informés du travail que nous faisons pour éveiller les consciences, éveiller notre communauté noire à travers le monde. Pour le reste, je vous dis à très bientôt.